je m'autorise le retrait du masque. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est quand même mieux. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux. Et enfin, bon, c'est une difficulté la communication dans le temps qui est celui-là. On communique aussi avec l'ensemble du visage et faire court, faire une causerie, parler aux gens, et voilà qui devient compliqué. Et enfin bon, donc je prends cette liberté, j'espère ne me sera pas reproché et ce sera fatal à personne, vraiment normalement. Bon, donc bref. Alors, c'est pas de ça dont il faut qu'on parle, mais il va falloir pourtant qu'on parle de ce qui fait que moi je vais être privé pour une partie de retour. Oui, oui, donc je vous vois là masqué et ça me fait. C'est un problème pour moi. Vos yeux sont expressifs, mais sans l'ensemble, c'est plus compliqué. Et donc, oui, donc il va falloir qu'on en parle parce que nous avons à parler du rôle social des bibliothèques. Et c'est ça le contrat. Hein. Moi, je dois parler de ça. J'introduis le sujet. En fait, si on parle du rôle social des bibliothèques, c'est que avant, il y avait autre chose. Et on en a quelques traces vestigielles dans les organigrammes des collectivités. C'est-à-dire qu'on est adjoint à la culture et aux bibliothèques. Les bibliothèques, et c'est vrai du département, c'est vrai de Conto-de-Mer. Pourquoi ? Parce que traditionnellement la bibliothèque c'est la culture, comme chacun le sait. Et donc, le rôle de la bibliothèque, il n'est pas social en fait. Donc il est culturel. Et alors donc, et là je me permets de titiller parce que je ne sais pas faire autrement. Mais ça pose la question, c'est-à-dire qui a raison entre l'organigramme et la réalité, si vous voulez. En fait, je veux dire, d'une certaine façon, pour moi, je veux dire, les bibliothèques ne doivent pas être attachées à la culture. Bien sûr qu'il y a de la culture dans les bibliothèques, donc il va falloir que je le dise quand même, mais bien sûr qu'il y a de la culture dans les bibliothèques, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est assez transversal, du développement du territoire, du social, il y a plein de choses. En fait. Donc parler du rôle social des bibliothèques, c'est dire déjà, en fait, on est dans le monde d'avant. Oui, mais qui est encore un petit peu présent, on le voit bien. Voilà. Donc, et ce monde renouvelé, qui est celui du rôle social des bibliothèques, est lui-même frappé en son cœur, et on va en parler, par le confinement et la suite. Et donc, je terminerai là-dessus, mais ce qu'il va falloir faire, c'est penser le rôle social des bibliothèques à l'heure de l'après-confinement, et de nous là, de nous là. Et donc, ça va être ça notre problème. Alors donc, c'est quoi mon plan ? Mon plan, c'est de dire, classique en fait, le plan il est classique, c'est de dire, si on parle du rôle social des bibliothèques, c'est que le rôle, la légitimation de la bibliothèque par la culture est en fait fragile. Elle est fragile, pas tellement visiblement, ça n'empêche pas les collectivités de tourner, mais peut-être que
peut-être que ça devrait un petit peu les empêcher quand même. Je veux dire au sens un peu gilet jaune, au sens un peu, quel est le lien entre les structures politiques et puis la population. Je pense que quand on a un organigramme, il ne faut pas le prendre mal, hein, c'est obsolète, en fait, il y a une partie de la relation aux citoyens, les citoyens, ils savent en fait. Ils savent que ça ne va pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils m'ont écouté. Ils le savent parce qu'ils le vivent en fait. Moi, je le fais. Enfin, donc il y a ce problème-là. Donc, il faut dire ça. Il faut dire en quoi la dimension, voilà, en quoi la légitimation culturelle est problématique. Bon, voilà, mais enfin, il ne va pas falloir y passer trop de temps parce qu'en fait, on est assez d'accord. Il y a d'autres traces, hein, d'autres traces. Mais si, il faut que je titille un petit peu. J'arrête sur vous. Il faut que je titille un peu ceux qui nous écoutent. En fait, les bibliothécaires, ils sont attachés à quelle filière culturelle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne vais pas dévoiler, mais dans les dossiers, puisque je suis en plein dans la lecture des dossiers pour le prix Livre Hebdo des bibliothèques, j'en reparle. Il y a des bons dossiers, y compris de ce département. Alors, il y a un dossier qui est vraiment pas mal, qui ne vient pas du département, je dévoile au moins ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a personne de la filière culture. Il y a des bons dossiers avec des gens de la filière culture, rassurez-vous, hein, relax quand même, je ne jetez pas tout de suite. mais non, mais c'est pour dire que il y a encore des traces, vous voyez bien, là aussi, il y a un problème de structuration de la profession à partir d'un cadre qui est lui-même obsolète. Alors, donc, et là non plus, on ne voit pas exactement le début d'une remise en cause. La remise en cause se fait en fait par les élus, qui, comme le cas de la bibliothèque à laquelle je fais allusion, a dit on a recruté des. Ah, ils ne sont pas bibliothécaires. Bon, tant pis, hein. Tant pis, hein. C'est pas grave. Donc il y a un risque qui n'est pas nul, du point de vue bibliothécaire, que la réalité les rattrape, en fait, qu'ils soient rattrapés par la réalité. Que l'ENSIB forme des gens, pas que l'ENSIB, hein. On peut parler des unités de métier du livre, je m'implique dans le machin, forme des gens qui sont en fait pas adaptés, donc qui ne soient plus recrutés en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a je sais pas, comment faire. C'est l'histoire des dinosaures, si vous voulez. En fait, comment on fait les derniers dinosaures? Comment ils ont fait pour vivre, en fait? Je sais pas, non, mais je plaisante un peu. Il y a un côté comme ça, donc il faut se... Donc c'est pour ça qu'il faut quand même en parler. Parce qu'en fait, vous voyez bien que le monde reste structuré par ça. Et que donc... Mais en même temps, je pense en plus que vous êtes assez d'accord avec moi, c'est pour ça que c'est dur. Et donc c'est pas en fait à vous qu'il faudrait que je vous parle de ça. C'est ça que vous êtes... Oui, je vois bien, ils disent, oui, mais lâchez-nous avec ça. Bon, alors, oui, d'accord. Bon, alors, oui, mais alors à qui faut-il que je parle?
Là, je vais aller voir le monsieur de Bercy. Alors, donc, mais donc le plan, pourquoi on ne peut plus parler de ça? Et puis, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas un argument suffisant. Parce qu'on pourrait ne plus pouvoir parler de culture, mais c'est pas pour ça que ça conduit à parler du rôle social des bibliothèques. Donc, c'est pour ça que il faut argumenter aussi sur la dimension du rôle social lui-même. Hein, voilà. Et donc c'est ça aussi que je vais faire, et puis aussi parler quelles sont les conditions pour remplir ce rôle social des bibliothèques. Bon. Alors oui, normalement, on va suivre le plan, hein, puisque sinon, si je... Alors, donc, le premier point, c'est la sécularisation de la culture, ce que j'ai appelé la sécularisation de la culture. Le problème, c'est que la multiplication des sources et des supports d'information produit une horizontalisation, en fait, de la culture. Il y a plus difficilement des relais légitimes et, je veux dire, reconnus comme légitimes à faire, à produire un jugement, une hiérarchisation de la production symbolique. Alors, c'est un peu tordu mon truc, mais le prix Goncourt, c'est bien, c'est pas indispensable non plus. Hein. Je veux dire, en fait, non mais vous voyez bien qu'ils font attention maintenant, le prix Goncourt, à pas prendre des textes qui sont trop illisibles en fait, parce que sinon, ça va pas. Donc il faut de temps en temps mettre quand même des trucs faciles. Parce que s'ils mettent que du Mathias Sénard, par exemple, ben là ça va pas y aller. Hein. Vous souvenez de Boussole? C'était à perdre le nord, non? Donc c'était vraiment... Non, mais c'est vrai, c'est difficile à lire. Il faut quand même... il y a une histoire écrite, puis il y a 450 pages de culture et 50 pages d'histoire. Il faut avoir la foi. Hein. Non, mais donc je veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont lu. Enfin, il faut étudier ça, c'est très difficile en plus. Il y a plein de gens qui l'ont lu, enfin qui l'ont acheté, je veux dire, qui l'ont acheté. Non, parce qu'il a été vendu. Hein. Mais qui ont échoué. Pourtant, ils avaient la boussole, mais ils ont échoué. Non, arrête. Donc, non, mais enfin, je ne dis pas du mal pour dire du mal, c'est objectivable ce que je dis, je pense. Donc si vous voulez, on a un problème de points relatifs de la culture dans la définition et la hiérarchisation, la formation et le recrutement des élites. En fait, tout est là. La question, c'est est-ce que c'est important, utile, nécessaire, indispensable de lire, par exemple, c'est de ça dont on parle, pour occuper des fonctions décisives. Bruno Le Maire a écrit des livres. Notre président se targue d'être un homme cultivé et tout, et il nous le fait savoir et sentir. Mais, comment dire, en fait, ça tombe un peu, les gens regardent ça, mais un peu comme un truc bizarre, on ne comprend pas ce qu'il dit, pourquoi il fait ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas obligé, en fait. Ça nous fait plaisir à nous,
qui sommes de ce monde-là et tout, on se dit, ah, quand même, ça existe encore. Mais en fait, c'est pas si sûr que ça. Parce que, enfin, pour être grand patron et tout, vous n'êtes pas obligé, enfin voilà, c'est pas indispensable. Pour être grand chirurgien, pour être grand tout ça, ils s'en foutent en fait, c'est pas obligé. Donc non mais c'est vrai, en fait. Et ça s'arrange pas, je veux dire, on est obligé de réformer le bac pour garder la littérature. Si les gens ne voulaient plus aller en lettres, ils ne savent plus comment recruter les lettres classiques parce qu'il n'y a plus de candidats. Donc ces références culturelles sont plus possibles. Mais parce que quoi? Parce que justement, il y a une profusion de production symbolique qui échappe à ces institutions et qui permettent tout à fait aux gens de contourner ces institutions. Et ces institutions, c'est quoi? Ben, c'est YouTube, bien sûr. C'est Netflix. C'est c'est Deezer, c'est toutes ces institutions qui offrent du contenu et qui hiérarchisent, éventuellement hiérarchisent, hein, d'ailleurs, il y a plus de vues. T'as combien de vues, toi, sur ta vidéo? C'est hiérarchise aussi, hein, mais c'est une autre forme de hiérarchie, vous voyez bien, mais une hiérarchie où il n'y a plus de... C'est la hiérarchie de la masse, qui est aux antipodes de la vraie hiérarchie culturelle, où depuis quand la masse... on va quand même pas donner le prix Goncourt à San Antonio. Non, mais regardez, Joël Dicker, en fait, c'est un peu... Non, enfin, j'en sais rien, non, mais enfin, c'est comme si on avait donné le prix Goncourt à San Antonio. Ben non. Mais pourtant, il y avait plein de succès, San Antonio, à l'époque. C'est pas possible. Donc en fait, c'est ça. Oui. Bon. Et alors, donc, voilà, mais avec des trucs bizarres. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas moi, mais des programmes, vous me dites si je suis trop pénible, en fait, mais les programmes de lettres, les nouveaux programmes et tout, de lettres, il y a quelque chose de fascinant. C'est que justement, on fait un monde dans lequel la référence, c'est pas le réel c'est fini, on l'oublie, ça sert à rien, il ne faut pas. Le réel, c'est les références précédentes. D'accord? Donc les élèves, par exemple, sont censés être bons en grammaire, puisque de toute façon, c'était au programme du collège. Donc ils sont bons en grammaire. Mais bon, donc ils connaissent des courants littéraires, tout ça. Sauf que non, en fait. Mais les profs, ils doivent faire passer le bac de français, ben, eux, ils ne peuvent pas tout reprendre. Ils vont dire, ben non, mais attendez, nous, on a le bac à faire ça. Donc on est dans un monde où ce qui reste de la culture est un petit peu, des fois, à l'état de fiction. On se raconte des histoires. Et alors, donc, qui ramasse, et c'est important, c'est l'édition parascolaire, hein, qui lui gère l'écart entre la réalité des élèves, qui est en fait pas prise en compte vraiment par l'institution. Je veux dire, pas par les profs essayent une partie, mais par ceux qui font les programmes. Et puis, de l'autre côté, ces programmes qui sont justement quand même. Alors donc le parascolaire doit bien se porter en fait, hein, et donc il en faut dans les bibliothèques parce que le problème des programmes, c'est qu'ils oublient les élèves réels. Et donc, et comme ils existent, ben, en fait, ça fait un marché. Donc il faut du parascolaire dans les bibliothèques, parce que ça existe en vrai. Bon, alors, donc voilà. Et une partie des croyants,
potentiels, c'est-à-dire de ceux qui devraient être croyants, sont eux-mêmes des non-pratiquants. La baisse de la lecture intensive de livres. Ah oui, il faut que je parle de ça. La baisse de la lecture intensive de livres touche, ça c'est les résultats du mois de juillet, de l'enquête pratique culturelle on a attendu 2018, on a attendu 2 ans pour 2 ans de longue attente. Et donc, confirmation. La baisse touche tout autant les catégories supérieures et les plus diplômés. J'ai fait les calculs. Oui, c'est ça. Moins 50% de lecteurs intensifs. Alors, attendez, entre 1988 et 2018, dans les catégories supérieures. La moyenne, c'est moins 32%. Donc, ceux qui sont en position d'être les plus gros lecteurs, ceux qui sont en position d'être les clercs, ceux qui sont en position de dire ce qu'est la norme, abandonnent la pratique de la lecture intensive, encore plus que le reste de la population. Si vous voulez, comment le doute dans la métaphore religieuse, puisque je parle de sécularisation, il faut imaginer que les prêtres se mettent à douter. C'est embêtant. Ils ne lisent plus les textes et tout. Ça craint, si vous voulez. Est-ce que vous voulez rentrer dans les églises si les gens qui sont censés porter la parole se mettent à douter? Peut-être que justement, au contraire, c'est bien intéressant, on pourrait avoir des vrais débats, bon, j'en sais rien. Mais bon, oui, sauf qu'ils ne peuvent pas exprimer ce doute. Bon, bref. Donc ça ne va pas. Alors, oui, peut-être qu'il faut expliquer, oui, il faut expliquer. Il faut dire que notre société a un problème avec l'universel. Comment dire, j'ai entendu quelqu'un l'autre fois dire, si on se sent obligé de célébrer la République, et en l'occurrence plutôt la Troisième République, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça craint. C'est que justement, elle est un petit peu moribonde. Qu'est-ce qui caractérise la Troisième République? Oui, si. 3 bâtiments. La mairie, la gare, l'école. Ça, c'est l'universel. L'école du savoir et tout. Bon, la mairie, c'est le représentant, le premier de l'universel de la citoyenneté. La gare, bon, il faut voir. Mais et donc c'est ça, on a un problème avec l'universel. Pourquoi a-t-on un problème avec l'universel? Là, je vous renvoie à toute la littérature sur l'individualisation, mais qui est absolument décisif. Il faut vraiment... Enfin, pour moi, c'est on est obligé de penser comme ça. Les individus ne se pensent plus comme ils se sont pensés longtemps. Ils ne se pensent plus comme étant des citoyens abstraits, des membres d'une collectivité supérieure, avec quelque chose de supérieur au-dessus d'eux. La nation, c'est important et tout. Mais bon, sauf que le moment venu, Netflix, Apple, tout ça, ils ne sont pas très de la nation de nous.
Hein, donc le Rassemblement national n'utilise pas que des trucs français. Donc, c'est pas la nation de l'universel. C'est pas. Non, non, c'est un récit, c'est une histoire, c'est des gens, mais c'est pas vrai. Donc, abstrait. Et oui, et la Troisième République portait ça. La santé, tout ça avec les majuscules, la santé, la culture, l'éducation, la justice, tout ça, c'est avec des majuscules. La majuscule signifie l'universel. Tout ça est à peu près mort. Alors, il en reste des traces et tout, enfin, comment c'est mort? C'est pas tout mort, hein, heureusement encore. Hein. Heureusement, il y a encore des gens qui croient un peu et tout à ça, et on l'a vu d'ailleurs, hein, dans la santé, ça a marché, heureusement. Il y a encore un peu d'universel heureusement. Mais ce qu'il faut dire, c'est cette vision avec l'universel au cœur, on va dire comme ça, est fragilisée par ce qu'on a appelé la deuxième modernité, qui met au contraire au cœur la question de l'individu concret. Et pas son rapport à l'universel, mais moi, moi, ma personne. Et c'est à l'aune de ma personne que on envisage ce qui est bien et la réalité sociale en général. Et donc, regarde, qu'est-ce qui a fait la différence entre... Alors attendez, vous savez, il y avait eu... C'était H1N1 ouais. Vous savez, Roselyne. Donc, elle voulait qu'on se vaccine. 5%. 5, 7, je ne sais plus. En dessous de 10%. Ça ne marche pas. Elle avait des arguments et tout, la santé et tout, l'universel, tout y était. Et là, Covid, tac, là ça marche. Qu'est-ce qui change? En fait, c'est moi je pense que ça craint quand même. Et à force de voir les chiffres, à force de voir les images, les urgences débordées, à force de, les gens se disent, bon, donc il se passe vraiment quelque chose. Et donc là, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut impliquer les gens en leur parlant à hauteur d'homme. Pas en leur faisant tomber l'universel sur la tête, en fait, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils en foutent forcément, mais disons que c'est pas un argument suffisant. Voilà, c'est ça. Alors que c'était plus le cas avant. La culture, comment dire, il faut imaginer quand même les instituteurs de la Troisième République, ils y croyaient en vrai. Hein, ils allaient prêcher. Ils allaient. Voilà. Donc c'est ça la difficulté. C'est ça, c'est qu'en fait, on a une individualisation qui, mécaniquement, se traduit par une horizontalisation. Et mes références acquièrent une légitimité aussi grande que les références de n'importe quel prescripteur. Hein, je prends toujours cette image du médecin, le médecin prescrit. Oui, mais attendez, j'ai regardé sur Internet, et votre truc, là, il y a des effets secondaires de ouf. Et donc, moi, je ne prends pas votre machin. Et vous êtes sûr que c'est pas plutôt telle maladie, plutôt que ce que... Parce que j'ai regardé, c'est pénible. Ils sont emmerdés tout le temps, les pauvres médecins. Alors qu'avant, un bon malade
s'en remettait à la médecine. Il mettait son corps, voilà, il donnait son corps au médecin qui faisait ce qu'il devait faire. Il n'était pas emmerdé par des procès, je ne sais pas quoi, franchement. Que là, c'est tout de suite, pouf, voilà, il suffit qu'on fasse une erreur, et là, toc. Bon, bref, donc ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on est quand même dans ce monde-là, dans lequel, du coup, mes références sont les bonnes. Et pourquoi j'irais lire La Princesse de Clèves, sans déconner? C'est quoi cette idée-là? Drôle d'idée, là. Non, ça ne va pas. Hein. Donc, non. Donc, le résumé. Donc, non, mais donc on a un problème comme ça. C'est un problème qui touche toutes les institutions, donc il faut être cool. C'est pas que nous la culture, d'accord? C'est tout le monde. Les profs, voilà, vous les connaissez, hein, qui dépriment, hein, c'est dur. C'est dur, il faut vraiment la foi. Hein. Je ne sais pas, moi, je me pose des questions. Il faudrait étudier quelle est la part, l'évolution du taux d'enfants de profs qui deviennent profs. Quelque chose me dit que cette part diminue. Enfin, à mon avis. Et ce serait logique, si vous voulez, c'est normal. Ils voient comment la meilleure volonté du monde pas se fracasse, mais se heurte à... c'est du costaud. Et pourquoi c'est du costaud? Parce que on n'a plus le soutien de l'universel, c'est fini. Et du coup, ça se traduit par quoi? C'est-à-dire que pourquoi cette référence et pas une autre? Et puis les parents, ils sont insupportables en fait, parce qu'eux-mêmes ne croient pas à ça. Donc du coup, ils disent, mais vous le maltraitez, mon enfant. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lui demandez de faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait, mon enfant, pour mériter ça? Et oui. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment avoir la foi. Et ça recompose complètement toutes les institutions. Et enfin bon, pour avancer, voilà, mais donc ça suppose, c'est ça que je dis, moi, ça suppose maintenant que la prescription est pour élément de condition l'établissement d'une relation, et d'une relation personnelle. Très important. Nous sommes des personnes. Nous sommes pensés comme des personnes. Mon enfant, mon bébé est une personne. Il n'est pas sorti de mon ventre que déjà je communique avec toi. Salut bébé. Et c'est comme ça. Alors, on peut dire, les gens sont fous. Bon, oui, mais d'un certain point de vue, oui, mais bon, c'est comme ça. Donc, quand on est fou ensemble, on est déjà un peu moins fou. Donc cette relation personnelle est la condition de la prescription, de la... Voilà, bon. Et ça touche la culture, bien entendu, sur la question de la prescription, et aussi sur sa fonction elle-même. La culture n'est pas forcément seulement l'accès à l'universel. Ça peut, hein. Vous pouvez être touché par quelque chose qui vous fait accéder à quelque chose qui vous semble universel et tout. Donc mais ça part de je, vous, moi. D'accord? Ça part pas de attention, il y a de l'universel dans le machin. Donc tu dois le voir, c'est important. Non, c'est vous qui pouvez décider si effectivement vous accédez à l'universel à partir de vous, d'une lecture ou de quelque chose. Donc ça, et puis aussi la dimension expressive. La culture,
c'est l'expression. C'est le... Culture pour tous, culture pour chacun. Comment il s'appelle? Mitterrand, pas le François, mais l'autre, le Frédéric. Culture pour chacun. Il avait raison, il avait raison. Parce que c'est, en fait, la culture pour tous, c'est l'abstrait, on n'en sait rien en fait, c'est la culture pour qui en fait, on ne sait pas. Donc la culture, c'est pour chaque. La culture, c'est l'expression de soi, c'est une dimension. C'est pour ça qu'il y aura toujours de la culture, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi il y aura toujours besoin de culture? Parce qu'en fait, on a besoin de ça pour être au rendez-vous de soi-même. C'est ça notre défi, hein, je veux dire, individuellement, personnellement. Vous voyez bien, la difficulté, c'est si vous n'êtes pas vous-même. Faites attention, c'est dangereux. Hein, faites attention. Parce que là, vous vous réveillez un matin et pof, ça ne marche plus. Vous savez, c'est comme dans le... Giordano. Hein, la deuxième vie commence. D'accord? C'est pas une super référence biblio. Hein, j'aurais dû prendre l'ISBN. Bon, donc, c'est ça qu'elle dit. Une routinite. Elle avait une routinite. Le personnage, elle a une routinite. Tiens, bon, elle fait les trucs, bon, ça va, elle a un mari, elle a 2 enfants, bon, ça va, hein. Mais pas malheureuse, non. Non, mais, oui, mais, non. En fait, non. Quoi, non? Non. Je ne suis pas moi-même. Ah, c'était donc ça. Et toc. Et c'est ça l'histoire. Donc on n'est pas tous comme le personnage de... Mais en fait, un peu. Je pense, c'est pour ça qu'elle a touché juste, en fait. Et elle a raison. Là où elle a raison, c'est que dans notre société, se pose cette question de notre rapport à nous-mêmes, et qui est un rapport personnel, à notre histoire personnelle, à nos choix personnels, à nos valeurs, à nous. Je suis autonome, au sens je construis mes propres références. Et c'est ça l'idéal de l'individu d'aujourd'hui. C'est pas d'être exemplaire, je veux dire, de l'universel que d'autres ont choisi pour moi. Donc ça, on s'en fout. Hein, ce qu'on garde quand même, si, hein, c'est un peu la santé quand même. Il faut quand même essayer d'être en bonne santé, mais sinon, non. Et donc la lecture, oui, la lecture expressive. La lecture expressive, Facebook. D'un coup, je me suis dit, ça, Facebook, c'est le visage, c'est le livre du visage aussi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, 2 mois. 2 mois. Donc, c'est pas... jamais les Français auront autant lu. Il faut les résultats de l'enquête. Donc, la lecture, chers amis, oui, ça a baissé. Encore. Hein, la lecture intensive. Comment c'est? La lecture intensive a baissé encore. Moins 32%, j'ai dit, par rapport à 88. Donc oui, donc on a une baisse continue du taux de lecteurs intensifs. Oui, mais le livre. En fait, les gens, ils lisent plein, hein, ils lisent beaucoup, mais ils lisent Facebook, et ils lisent autre chose, et ils lisent avec d'autres enjeux, en fait. Ils lisent aussi avec l'enjeu de qui je suis reconnu. C'est très important, qui je suis reconnu. Et c'est normal, il faut le comprendre, ça, mais il faut que je fasse attention au temps, là, mais
il faut le comprendre, c'est-à-dire que dans un monde de personnes, les statuts sont fragiles. Vous êtes prof, ouais, bon, et alors, vous êtes bibliothécaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, vous êtes qui, en fait? Vous êtes qui? Donc les statuts, ça recouvre une partie de votre identité, ok? Bon, ouais, c'est bien. Et ça compte, hein, je ne dis pas que ça compte pas du tout. Hein. Mais ça ne vous qualifie pas personnellement. Parce que vous n'avez pas vocation à être réduit à stéréotype de votre statut. Donc vous devez jouer. Comment vous jouez votre rôle? Comment vous l'interprétez? C'est ça, en fait, qui nous intéresse. Et ça, et c'est ça que vous cherchez à faire reconnaître. Et une partie de notre action personnelle consiste à faire ça. Par les réseaux sociaux, beaucoup. Mais attendez, Facebook ne fait que démocratiser ce que les intellectuels faisaient avant. Ils faisaient des livres, on leur donnait la parole. Si vous voulez, hein, nous, il ne faut pas... ce qui change, c'est un changement de nature, parce que c'est démocratisé largement. Tout le monde devient une personne, alors qu'avant, bon, on sélectionnait quand même un peu les personnes. GG, non, je vais dire des bêtises et tout. Non, après, on va plus pouvoir passer parce qu'il y aura les ronds-points et tout. Donc, il faut que je prenne encore des ronds-points. Alors, non, mais c'est ça. Moi, j'ai vu des vidéos de ouf. Tiens, peut-être bien, je ne sais plus où. Enfin, le gars, il insulte le président. Et puis, mais il le fait dans sa vidéo, quoi, comme ça. Et c'est évident qu'il a raison. Et Emmanuel, aucune espèce de verticalité. Donc c'est pour ça, il faut être quand même honnête, pour reconnaître qu'avant, il y avait des gens qui pouvaient écrire leurs mémoires, les mémoires de De Gaulle. En fait, tout le monde devient De Gaulle, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, sauf que, je vois bien, hein, que mais ça passe mal. Parce que, parce que GG, il n'écrit pas toujours une langue très précise et soutenue. Mais oui, c'est vrai. Mais finalement, il fait la même chose, en fait. Et donc, il dit je. Voilà. Donc, bon, bref, bienvenue dans notre monde à nous. Et dans ce monde-là, en fait, j'avance dans mon plan, hein, je vous le rassure. Dans ce monde-là, l'écrit est une modalité. Mais ce n'est pas la seule, vous voyez bien. Parce que écrire, c'est compliqué. Puis GG, quand il écrit dans le forum des plombiers, il écrit avec sa langue, son orthographe, ses expressions, ses références. Et voilà. Et si quelqu'un vient lui dire, dis donc, GG, tu fais vachement de fautes. GG va dire, m'emmerde pas, moi je réponds mes tuyaux, fais pas chier. Bon. Et oui. Donc ils écrivent. Enfin, c'est pas le seul moyen. Et ils font des vidéos. Puis au moins, voilà. Ils font des vidéos. Et donc l'audiovisuel, c'est ancien comme processus. La montée de l'audiovisuel dans les pratiques culturelles, Olivier Donat voit ça dès les années 80. Et c'est vrai, on voit bien, on sait bien. Mais
la généralisation des vidéos, c'est un support supplémentaire. Vous voyez bien que sur les comptes et tout, vous avez de l'image. Instagram, c'est de l'image. Natif. On part de l'image. Après, vous pouvez écrire, mais on parle de l'image, en fait. Donc, être un individu aujourd'hui, ça passe par ça. Cette mise en scène de soi à travers de l'écrit, mais aussi de l'image. Et donc, l'imprimé est inscrit, et les résultats de l'enquête pratique culturelle 2018 confirment, est inscrit dans un recul générationnel observable depuis, grâce aux enquêtes pratiques culturelles depuis 1973, on voit bien, on peut reconstituer toutes les générations, et on voit bien qu'il y a une baisse. Chaque nouvelle génération lit moins que la précédente. Ça, on le voit bien. La lecture d'imprimé. Donc il y a et cette baisse est continue. Alors j'ai peut-être vu un signe pas d'espoir, mais peut-être que ça va peut-être arrêter de baisser. Si je vous ai trouvé une bonne nouvelle, j'ai cherché pour la trouver. Si la bonne nouvelle, la voilà. En 2008, les 15-24 ans, chez les 15-24 ans, il y avait 11% de lecteurs intensifs, c'est-à-dire 20 livres et plus dans l'année. 2018, 11%. Alléluia, ça baisse plus. Parce qu'ils étaient 17 en 97. Donc la baisse de la lecture de livres chez les plus jeunes semble s'arrêter. On a touché le fond là. Donc là, on n'arrive plus. Voilà. Donc, non mais, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la lecture va rester, mais comme une niche en fait. C'est une niche en fait. Comme une autre. Quand on vient de l'universel, la niche, ça fait un peu mal. Mais pourtant, ça va rester, ça ne va pas disparaître, la lecture. Parce que c'est quand même un formidable support aussi. Voilà. Donc la lecture de livres va rester. Mais c'est une niche. Et une niche, on a dit, un peu boudée par les élites, et une niche boudée aussi par les hommes. Le taux de lecteurs intensifs a baissé de moitié chez les hommes entre... attendez, je vous trouve le chiffre. Entre 88 et 2018, ça a baissé de moitié chez les hommes. Et ça a baissé seulement de 20% chez les femmes. Donc la féminisation de la lecture s'accentue par repli plus important des hommes que des femmes. Donc là, donc ça veut dire que c'est compliqué. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Comme dit la chanson. Donc il y a deux qui ils abandonnent la lecture. Bon. Donc oui, donc ça veut dire qu'est-ce que c'est que rôle de la bibliothèque? Ça ne peut plus être seulement la lecture, puisque la lecture de livres est en repli. Donc il y a un enjeu, pour dire ça, le rôle social, c'est aussi dire le rôle culturel au sens de la lecture. Ce rôle-là, et c'est une voie compliquée, ça ne sera plus qu'une niche. Alors une niche active, je veux dire,
les lecteurs intensifs, ils viennent vous voir. Vous les connaissez. C'est eux qui ont fait tourner Click and Collect. C'est eux. Hein, donc, vous avez ce fond-là. Et qui, toi, vous êtes relativement fidèle. Ah oui, si, il fallait que je fasse un point sur l'évolution de la fréquentation des bibliothèques, d'après les chiffres, parce que je trouve qu'on n'en a pas tellement beaucoup parlé, et donc on fait le point là-dessus. Qu'est-ce que nous dit l'enquête pratique culturelle sur l'évolution de la fréquentation des bibliothèques? J'ai pris comme point de référence 97. Pourquoi 97? Parce que, en gros, la fréquentation des bibliothèques a augmenté jusque 97. Et après, plutôt la baisse. Donc, où en sommes-nous? Du point de vue des inscriptions, l'érosion qu'on avait repérée dans les précédentes enquêtes et qui et aussi dans les relevés du ministère de la Culture, cette érosion est confirmée, moins 29% par rapport à 97. Donc, on a effectivement une tendance à l'érosion de la fréquentation sur le mode de l'inscription. Mais on a aussi, mais de façon plus légère, une érosion de la fréquentation sur le mode de la visite. Là, on ne demande pas aux gens est-ce qu'ils sont inscrits ou non, c'est est-ce qu'ils sont allés au cours des 12 derniers mois. C'est moins 13%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une baisse de la fréquentation des bibliothèques, globalement, mais que cette baisse touche plus l'inscription que la fréquentation. Quand on fait le ratio, la part d'inscrits dans le total des fréquentants, d'accord, on voit ça justement. En 97, on devait être à 74 peut-être, non, en 88, 74% des usagers qui étaient inscrits. On est descendu à 67 en 2008. Et là, on descend à 55%. 56% des usagers sont inscrits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit la montée en puissance de ce que vous observez, d'une fréquentation qui est plus une fréquentation au sens de l'espace, qui est la bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, au sens, en quoi c'est une bonne nouvelle? Ça relève du renouvellement des modalités du rapport aux bibliothèques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la bibliothèque stock n'est plus le seul visage possible de la bibliothèque. Donc ça c'est quand même c'est intéressant comme tendance. Bon. Je le dis là, je continue. Qu'est-ce que ça nous apporte cette enquête? On voit une baisse, et là on voit des confirmations de tendance. Une baisse de la fréquentation forte chez les 15-24 ans. Par rapport à 97, c'est moins 53% pour l'inscription, moins 21% pour les visites. Donc on a un problème toujours, qui est pas, ça fait des années, ça fait 30 ans qu'on dit ça quasiment, qu'on a des problèmes sur la fréquentation juvénile des bibliothèques. C'est vrai, ce problème n'est pas résolu, on l'a toujours. Et à l'inverse, les 60 ans et plus, 30% d'inscrits en plus, 27% de fréquentation en plus. Donc, le public que vous avez conquis, c'est un public vieux. Voilà, je ne sais plus rien, c'est l'enquête qui dit. Et donc, évidemment, c'est un peu éphémère. Je veux dire, on est tous
tous éphémères, hein, je veux dire, donc, mais plus ou moins éphémères. C'est pas un investissement d'avenir. Non, mais ça s'explique en fait. Ça s'explique, mais quoique on vit de plus en plus longtemps. Mais ça s'explique parce que les vieux à partir de 97 étaient plus éduqués. C'est plus des boomers en fait. Et donc ils ont remplacé, si j'ose dire, des anciens vieux qui n'étaient pas boomers et qui étaient moins éduqués et qui donc allaient moins dans les bibliothèques. Donc la hausse est en fait liée à un changement dans les caractéristiques des vieux, en fait. Les nouveaux vieux sont plus compatibles avec les bibliothèques, c'est ça. Donc voilà, mais qui pose des questions, et il faudra qu'on en parle de ça. Hein, voilà. La baisse est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Hein, et que ce soit pour l'inscription ou la fréquentation, là encore, où sont les hommes, hein, ils sont moins dans les bibliothèques. Et puis, la baisse touche tous les niveaux de diplôme. Hein, donc, il y a une forme enfin, c'est quelque chose qui touche toutes les caractéristiques. La fréquentation baisse un peu plus chez les plus diplômés. Hein, il y a un petit peu plus de surcroît de baisse de fréquentation chez les diplômés du supérieur. Donc voilà, donc c'est intéressant, hein, on a là des données alors, qui seraient à compléter par l'enquête fréquentation de 2016, mais voilà, je voulais dire ça parce que c'est des données de contexte. Alors, le rôle social, le lien social. Donc, une des raisons, pourquoi le rôle social des bibliothèques? Une des raisons, c'est le lien social plus fragile. Je pense que c'est un peu tarte à la crème cette affaire, mais je pense que c'est un peu vrai, au sens où une société composée d'individus qui se pensent comme tels est plus fragile au sens où les relations entre les individus sont moins sous-tendues par l'appartenance reconnue à ce que de Cinglé appelait la commune humanité. Le lien social devient électif, affinitaire. Et enfin, on le sait, hein, on le sait. Dans les relations familiales, on le voit. D'accord ? C'est normal d'avoir des préférences parmi ses frères et sœurs. Ça devient normal. Les parents n'osent pas trop et tout. Quand même, on ne peut pas. Enfin, en fait, il y a un petit peu. Et alors, chez les cousins, oui, il n'y a pas de problème. Vous choisissez vos cousins. En fait. Donc il y a de l'affinité, en fait. Et cette composante affinitaire, elle est, bien entendu, alors elle crée quelque chose qui est formidable, au sens où le lien social devient beaucoup plus riche, beaucoup plus personnalisé. On a des relations plus fortes. Je veux dire, oui, on ne vous voit plus son conjoint, on ne vous voit plus ses enfants. Là, on peut avoir des relations très fortes avec ses enfants. Et on en est très content. Pourquoi ? Puisque la question du statut strictement n'est plus une question dominante. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es toi. D'accord ? Donc les relations deviennent plus riches, plus importantes, mais aussi plus fragiles. Et
On est plus exigeant. Oui, la famille. Le mariage, c'est fait pour toujours. Le mariage, c'est pour toujours. Et pendant longtemps, ça a été pour toujours. Il n'y a plus d'amour et tout. C'est comme ça. On cohabite. Non mais ça va pas, non? Non mais ça va pas. Et donc, le taux de divorce des 60 ans et plus n'a jamais été aussi élevé. Et quand même pas encore me le cogner 20 ans, 30 ans, que dis-je? Il est chiant, insupportable, ça suffit. Donc le lien social est plus fragile. Il est plus fort, mais il est plus fort au sens plus d'intensité, et plus fragile au sens, voilà. Donc ça produit des individus qui sont reliés et qui cherchent à être liés. Hein, l'erreur consisterait à dire on est des atomes en suspension comme ça, et décrochés de tout. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on a besoin de liens. Et on les recherche, les gens les recherchent. Et enfin voilà, ils ont besoin. On a tous besoin de liens pour être nous-mêmes. Pour s'approprier son identité, il faut que les autres la confortent. Gégé, le plombier, il est très content parce qu'il résout des problèmes, il sort les gens de... Non. Voilà. Et donc, oui, et il est content parce qu'il est... voilà. Et les gens lui disent « Ah merci Gégé, vraiment oh, mais oui, bien sûr que c'était ça qu'il fallait que je fasse. » Et tac, Gégé, superstar, Gégé le plombier. Oui, Gégé. Et donc, voilà. Donc, mais ça produit des effets, donc. Hein, alors, j'aurais pu vous montrer une courbe, mais je vais vous la décrire. Je suis cette courbe de façon très, très... Enfin, avec un grand intérêt. Ma courbe, c'est la part des ménages composés d'une seule personne, à partir des recensements de l'INSEE. La courbe, c'est comme ça. Hein, ça monte jusqu'à 15-24 par là. Après, ça descend un peu, et puis ça remonte, le veuvage aidant. Et quand on regarde le début, c'est 90. Systématiquement, à chaque recensement, ce qui change, ce n'est pas la fin de la courbe. On est réunis par le veuvage. Donc, non, donc ça ne change rien, ça. C'est pas ça. Ce qui change, c'est avant, entre 15 et 60. Systématiquement, la courbe du recensement suivant est au-dessus du recensement précédent. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la part de gens qui vivent seuls depuis 90 ne cesse d'augmenter. Et y compris aux âges où on n'est pas forcément seul. Pourquoi ça? C'est la logique affinitaire. Là, je ne vais pas rester avec toi si je ne te supporte plus. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc, puisque ce serait me faire du mal à moi. Je me fais du mal, donc non, nuisible. Voilà. Toxique. Voilà, enfin, vous savez tout ça. Donc plutôt tout seul que mal accompagné. Et tout seul, ça ne veut pas dire être isolé. Hein. C'est pas, attention. La vie en solo, c'est pas seulement une vie de personnes isolées. Et tout, donc c'est plus compliqué. Hein. On peut être très relié et vivre tout seul. Donc, mais c'est ça qu'on voit. Hein. Et donc,
dans les bibliothèques, vous avez beaucoup de gens comme ça. Vous le savez, en fait. Ils vous le disent plus ou moins, vous le sentez plus ou moins, mais vous en avez plein des comme ça. Des gens qui vivent seuls. Pas forcément malheureux. Enfin, quand même, la bibliothèque, c'est quand même une respiration. C'est quand même quelque chose. C'est un espace où on voit des gens. On voit des gens. Je sors de chez moi. Je vois des gens. Bon, donc, mais ça pose la question. La question, c'est comment ces gens-là s'accrochent et comment faire société de gens qui revendiquent un lien social électif. Voilà la question. Et ça, elle n'est pas simple. Mais c'est aussi ça. C'est pour ça que le rôle social des bibliothèques, c'est justement là aussi. Et je vais y revenir là-dessus. Oui, non, stop. Donc, le rôle social. Quel rôle social pour les bibliothèques? Bon, alors donc, quel rôle social pour les bibliothèques? C'est dans quelle mesure les bibliothèques participent-elles à la fabrication de la société? C'est ça en fait. Voilà. Donc, il y a une dimension documentaire, rassurez-vous, et tout, il faut quand même des collections, il faut de l'encyclopédique et tout, donc ça va, il est chaud. Mais bon, parce qu'il y en a qui s'intéressent à la plomberie, d'autres à la cuisine, et d'autres, donc voilà, donc il faut un peu de tout, pour tout le monde. Et ça fait partie d'accrocher les gens ensemble que de leur proposer ces collections. Et alors, je suis un peu content parce que ça faisait longtemps que je disais il faut faire le book drive. Ça faisait longtemps. Et là, le confinement, waouh, le click and collect pour tout le monde. Champagne, on arrose et tout. Mais oui, mais parce que c'est le bon sens. Évidemment que c'est le bon sens. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Oui, il y a des gens, ils n'ont pas le temps. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie de bouquins. Donc il faut les desservir, vous le savez, donc il faut le faire. Et donc voilà. Et il faut le faire, y compris, parce que j'ai vu qu'il y avait des bibliothèques qui disaient on a rouvert pour maintenir le service. Non. Le service, on en a toujours besoin. En fait, les gens n'ont pas changé. Et donc non, il faut toujours. Alors évidemment, ça fait mal au petit cœur des bibliothécaires parce qu'ils veulent voir les gens. C'est normal, je comprends, c'est sûr. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Oui, je sais bien. Chacun porte sa croix, donc il faut un petit peu, là, il faut faire un peu, et puis voilà. Mais si, voilà. Donc on construit la collectivité par ça, en offrant des collections. Bon. J'aurais pu le mettre à la fin, c'était pas pour dire c'est la priorité. C'est peut-être maladroit de ma part, mais enfin bon, je vous fais confiance. Donc oui, on construit aussi, le rôle social, on le fabrique par l'espace public. La bibliothèque, c'est un espace public. Il n'y en a pas tant que ça, des espaces publics accessibles gratuitement, largement ouverts, à la fois, les choses, c'est important, à la fois de façon ordinaire, quotidienne, banale. Parce que il faut ça et la fête, l'événement. Waouh, on va faire la fête ce soir. Ponto de Mer, ça va être chaud ce soir. Tout le monde est dans la place, ça va être chaud. Oui, ce soir. Donc, oui, parce qu'il faut faire la fête, parce qu'une société, ça se fabrique aussi comme ça, par des événements, par du collectif, par une rupture avec le quotidien. Donc il faut ça.
Pour moi, c'est important. Bon. Mais il faut aussi l'ordinaire, le quotidien. La visite à la bibliothèque comme on promène le chien. J'ai pas de chien, mais je vois bien qu'il y a des gens qui ont des chiens et ils le promènent tous les jours. Tous les jours. Donc la bibliothèque, c'est aussi ça, c'est une alternative. Pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas de chien. Donc la bibliothèque, c'est pas fait pour les chiens, mais fait pour ceux qui n'ont pas de chien. Donc voilà, et ça est très très important aussi. Et alors c'est pour ça que, et comme ça je n'aurais pas à le dire après, mais la question des horaires d'ouverture est une question très importante. Parce qu'il faut s'inscrire dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans la routine, dans tout ce que vous voulez. Et ça, il n'y a pas de mystère. Vous ne pouvez pas être dans l'ordinaire si vous n'êtes pas assez ouvert, je veux dire, parce que, oui, vous n'êtes pas à l'abri des gens qui ont des habitudes bizarres. Par exemple, venir lire la presse le matin. Il se trouve que la presse sort plutôt le matin. Bon, et qu'il y en a, donc les bibliothèques, il faudrait que les bibliothèques soient ouvertes aussi, au moins un peu de temps en temps le matin. Et c'est pas toujours le cas. Prenez les bibliothèques à Paris, les bibliothèques de la ville de Paris. J'avais regardé il y a quelques années, il n'y a rien avant midi. Hein. Ça n'existe pas. C'est lamentable. Ça ne va pas. Moi, j'ai pas de chien, j'habite à Paris. Je vais où Voilà. Donc, mais c'est une vraie. La question des horaires, c'est pour ça que. C'était très bien l'opération menée par Orsena et tout. Et c'était bien, c'était important. C'est une vraie question. C'est pas. C'est la condition de l'appropriation par un vaste panorama de gens. Voilà. Et donc ça, c'est... Enfin, voilà. Donc, la question des horaires n'est pas du tout négligeable, mais il faudra qu'on en repense s'il faut. La bibliothèque construit la collectivité aussi en faisant un lieu de débat, d'échange, de confrontation à l'altérité. Vous avez entendu tout ça, vous savez. Facebook, vous rencontrez que les gens qui vous ressemblent ou que vous avez choisis. Donc l'altérité, elle est où? Bon, donc il faut ça, il faut de l'altérité, il faut du débat, il faut, regardez, on a fermé le débat, la revue. Ça fait peur, ça fait mal, et c'est comme ça. C'est aussi parce que la lecture et tout ça, tout le monde s'en fout. Bon, donc il faut, et les gens ont envie de débattre aussi. Donc il faut pouvoir, et la bibliothèque doit aussi être ce lieu de débat, de neutralité, de rencontre, de débat. Oui, c'est indispensable. Et puis la collectivité se construit aussi par le partage, et tout ce qu'on peut partager. Et donc, on peut partager des savoirs. Donc là, il y a plein de bibliothèques qui font ça, vous le savez. Donc, qui connaît le point de crochet, qui va faire un atelier point de crochet, un atelier origami. J'ai vu une bibliothèque, c'est une petite fille de 11 ans qui anime un atelier origami. Bon, tout ça est très intéressant. Ben oui, bien sûr. On fabrique aussi en partageant. La bibliothèque peut être ce lieu aussi de partage, et de partage de tout, de savoir, de graines, d'outils. Il y a une bibliothèque qui prêtait des moules à gâteaux. J'étais pour, elle avait candidaté pour le prix Livre Hebdo, puis j'avais pas réussi à convaincre mes collègues du prix. Des fois, on touche des limites, des fois, hein, mais bon. Mais je trouve que, ben oui, bien sûr, un moule en forme de quoi? De Reine des Neiges.
Ah bon, ben alors on y va pour, tiens, on y va pour la Reine des Neiges. Et tout. Non, quand même. Alors bon, oui, oui. Mais non, mais enfin, on va le faire une fois. Ça va être rigolo et tout. Ça va être pour l'anniversaire, tout ça. Ben, j'en sais rien. Moi. Puis voilà. Donc moi, je suis sûr. Je suis sûr. Dans 10 ans, ça, vous me direz, bah ouais, bah oui. C'est pour ça que je ne sais pas ce que je dirais dans 10 ans. Hein, je ne reviendrai pas, Dominique. Mais oui, je pense. Il y a un marché là, c'est évident. Alors, mais notamment pour les bibliothèques de communes relativement petites. Pour les grandes villes, tout ça, je ne sais pas, il faut voir. Mais je suis convaincu, c'est une évidence. C'est une évidence. Et les gens, bah oui, c'est le bon sens. Tout, mais si en plus ça va avec la consommation, fin de la consommation éperdue et tout. Donc non, c'est évident, il faut le faire. Hein. Il faut le faire, Madame l'élu. Mais c'est pour ça que ce que j'ai dit au début, je vous l'ai dit au début, parce que le problème, c'est que si votre président vous dit, mais enfin quand même, t'exagères, les moules à gâteau dans les bibliothèques. Mais bon, faut lui faire un bon gâteau, peut-être ça pourra le convaincre. Bon. Et donc, bon. Bon, il faut que j'arrête, parce qu'après, il faut que je vous parle. Donc c'est ça le rôle social des bibliothèques, voilà. Et alors après, comment on remplit ce rôle social? J'ai dit les horaires d'ouverture, j'ai dit les collections, je rajoute quoi? Aller vers les publics. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des coûts à jouer, sur la piscine, le parc, il y a des trucs à faire. La Seine-Maritime et les plages, c'était un succès, ça reste un succès, c'est une très bonne idée. Donc ça, il n'y a pas de mystère, il faut aller vers les gens. Voilà. Il ne faut pas hésiter non plus à métisser, à hybrider la bibliothèque avec d'autres services, et notamment par rapport à la question des horaires d'ouverture. Il n'y a pas de mystère. Hein. Une bibliothèque dans une commune de 1500 habitants, c'est pas évident de l'ouvrir beaucoup. Bretteville, c'est chez vous ou pas? Et en Calvados, Julie. Elle n'est pas là, Julie. Non, normalement, elle n'est pas là, parce que justement, Julie, elle est au boulot tout le temps, en fait. Mais 1500 habitants, elle ne peut pas en mettre tout. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut, elle fait plein de trucs bien. Vous lui passerez si vous me la voyez, parce que donc, mais elle touche ses limites. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre service qui apporte voilà, de l'horaire d'ouverture, du personnel? Voilà, c'est ça la problématique. Donc et tous les services sont possibles. Il n'y a pas oui, enfin, ouais. Et c'est bien, Et en plus, enfin, vous le savez, hein, enfin, peut-être, mais la dimension sociale, strictement au sens aide sociale, dans les bibliothèques, c'est bien parce que c'est déstigmatisant. Hein, donc ça enlève l'étiquette. Les gens vont à la bibliothèque, ils ne vont pas chercher de l'aide sociale. Ça, c'est un motif supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut se métisser avec l'aide sociale. Bon. Oui, non, mais ça se fait, très bien. Hein. Non, il y a une petite passerelle. Je n'ai pas dit que ça se faisait. Eh bien, il faut continuer, que les passerelles soient des ponts. Ah, voilà. Alors, donc oui, ben, évidemment, solliciter les habitants, etc., impliquer les habitants, ben, tout ça, ça devient normal, donc c'est pour ça que je ne vais pas s'étaler trop, mais c'est évident que c'est une bonne idée. Il n'y a plus d'universel, donc maintenant il faut aller puiser. Voilà, l'universel se trouve parmi nous. Donc, comment on va faire? Et il y a plein de gens qui ont des bonnes idées et qui ont des compétences, qui ont des choses à apporter. Donc le travail de bibliothécaire, c'est aussi ça, c'est être opérateur pour faire
tourner les centres d'intérêt. Voilà. Le rôle social, c'est aussi comprendre les usagers, comprendre leur logique, ce que j'appelle moi leur logique. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Quand ils viennent à la bibliothèque, ils viennent avec quelle intention, quelle logique, quel objectif. Voilà. Les bibliothèques ne sont pas toujours adaptées à ça et imposent des fois des choses. L'exemple classique, c'est la bande d'ado. Une bande d'ado, c'est chiant parce que ça fait du bruit, c'est pas reconnaissant, ça fait peur aux autres, c'est tout des inconvénients. Bon, donc c'est pour ça qu'en général, on s'arrange pour qu'ils ne viennent pas. Et ça marche. Mettez une bonne assemblée de vieux aux journaux à l'entrée, normalement vous devez pouvoir y arriver. Donc, il y a des systèmes. Et oui, mais parce que vous voyez, les usagers agissent les uns par rapport aux autres avec leur propre logique. Donc j'ai vu moi des bibliothèques comme ça, où les vieux ont passé en fait un accord tacite avec le personnel pour foutre dehors les ados qui sont pénibles et qui sont suffisamment cons pour ne pas se mettre dans la poche des bibliothécaires. Eh oui, ils sont cons. Voilà, bon. Donc voilà, mais bon. Donc se mettre dans la logique des... Voilà, pour rester sur les jeunes, venez réviser à la bibliothèque, c'est une bonne idée, parce qu'il faut réviser, et oui. Donc ça suppose un espace diversifié, modulable, dans lequel les gens puissent, comme je dis, nicher. Ils nichent, chacun à sa manière. Et donc, il faut plein de sortes de niches, donc des roulettes, etc. Mais tout ça, ça devient banal, normal. Il faut aussi prendre en compte le corps. Le corps des gens, le corps qui a besoin de se reposer, le corps qui a besoin de se nourrir, le corps qui a besoin de quoi de travailler dans de bonnes conditions, le confort. Le corps, c'est important. Voilà, donc... c'est important. Bon, et puis voilà. Et alors, on arrive à la fin. La question, c'est que tout ça est bien joli. Est-ce que... voilà, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Voilà. Moi, c'est ça ma question. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu le corps. Catastrophe. Vous avez vu Dunkerque. Dunkerque, elle est malheureuse, la pauvre Amael qui a conçu la Bible. Elle est obligée de condamner des espaces où les gens venaient s'installer, se vautrer. Elle a conçu cet espace, c'était une très bonne idée. Rideau, fermé. Donc c'est ça le problème. Hein. On a un problème. Les gens, le problème aussi, c'est que les gens vont avoir pris des habitudes, et des pas bonnes, du type commander en ligne, du type, enfin j'en sais rien, mais donc c'est évident, enfin vous avez vu, Amazon s'en est très bien sorti, c'est une très belle année. Bon. Et donc nous, alors je sais, l'heure a fait une offre numérique et tout, c'est bien, mais ça vous coûte un bras, et voire deux, voilà. Il reste, bon, il en reste quand même, mais bon, il faut garder les gens quand même. Non, mais c'est une catastrophe, et donc c'est là, enfin moi je râle tout le temps pour dire qu'est-ce que c'est que ce problème. Le numérique, c'est délocalisé. Pourquoi chaque collectivité doit-elle se battre pour pouvoir proposer du numérique alors que c'est centralisé? Je veux dire qu'il faut mutualiser tout ça. Vous vous faites dévorer par les fournisseurs alors que vous pourriez les dévorer. C'est un non-sens complet. Donc, et ça, je le dis moi depuis toujours. Je l'ai dit à la BNF.
Mais donc c'est dramatique ça. Parce que ça permettrait de proposer quelque chose de costaud, de sérieux. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est pas sérieux, mais vous êtes obligé de faire avec les ressources que vous avez. Et voilà, et donc ça ne va pas du tout. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut dire aussi. Il faut peut-être se rebeller, quoi. Il faut dire, attendez, la BNF, ça suffit, quoi. La coopération entre les bibliothèques, vous faites quoi? À part ramasser des vieux grimoires qui sont lus par personne. Donc voilà, il faut peut-être dire à un moment, ça va, c'est bon. Hein, donc, je veux dire, c'est un problème. Hein, voilà, mais donc. Bon. Donc c'est ça, le problème, il est là. Hein, c'est que on va avoir un changement dans les comportements des usagers qu'on ne sait pas identifier. Donc c'est pour ça qu'il faut répondre à l'enquête d'Alexandra, là, hein, parce que c'est très important. Pour comprendre, il faut, c'est pour ça qu'on en a parlé un peu, mais il faudrait pouvoir étudier, y compris le sous-ensemble de ceux qui ne sont pas revenus. Ceux qui ne sont pas revenus, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est évident qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Donc, bon, mais je pense que voilà, c'est ça la question. Enfin, moi, je dirais, à la limite, voilà, c'est ça. C'est comment faire vivre le rôle social des bibliothèques aujourd'hui. Voilà. Et là, moi, j'arrête et je vous écoute. C'est pas sympa, hein. Non, c'est pas sympa. Non, mais bon. Non, mais en même temps, je pense que c'est cette question-là, vous voyez bien que. Ouais. Si je ne l'avais pas posée, j'aurais pas fait le boulot. Donc, c'est parce que j'ai pas la réponse qu'il ne fallait pas poser la question.